Bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour encore plus de nouveautés tech au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Nous démarrons très fort avec le Dakar Game Week. Et oui, c'était la première édition et c'était une première ici au Sénégal. Nous allons en parler tout de suite avec Famatioune, ma consoeur, et aussi Ibrahima Mbodj. Alors, Dakar Games Week, c'est un tournoi de jeux vidéo qui oppose tous les gamers du Sénégal et même de la sous-région. Et aujourd'hui, on est au rond-point Boulangerie Jaune Sacré-Cœur de Game Zone de 37.5. C'est là où on a organisé le tournoi Dakar Games Week. Je suis en compagnie du chargé de l'organisation qui s'appelle M. Mbodj, qui pourra nous expliquer plus détaillément ce qu'on est en train de faire ici et l'objectif. Donc là, il s'agit d'une organisation de l'événement d'un tournoi de jeux vidéo qui se fait sur 4 jeux, Street Fighter, Call of Duty, Pro Evolution Soccer et FIFA. Donc là, on a déroulé l'organisation sur des poules de 4. Donc l'objectif est de réunir le monde gamer ici au Sénégal parce que là, on voit que pas mal de pays, le Maroc, Côte d'Ivoire et d'autres pays organisent des tournois de rang mondial. Et nous, le Sénégal, où on apparaît, on ne voit pas. Donc notre objectif, c'est de réunir et de mettre en valeur le monde gaming ici au Sénégal. Donc là, ça va se dérouler. On a débuté. Il y a pas mal de super players, de professionnels, comme on le voit, qui viennent de partout. Donc, comme vous le voyez, donc, ça se fait. Et là, on avance. Donc, il y a du talent. Une plateforme de transport logistique, ça vous dit? Nous allons en parler tout de suite avec M. Bambalo. En fait, nous, on a une société logistique, donc on développe du transport national, régional. Donc on a 2 unités, une à Dakar, une au Burkina. Et principalement, on travaille en local. Donc celle de Dakar, elle s'attelle à cheminer dans toutes les régions du Sénégal. Ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est ce dashboard qui nous permet de pouvoir suivre en temps réel toutes les opérations. Donc ici, on a la possibilité là d'avoir tout ce qui se passe. Et ici, d'avoir l'agent de collecte et de distribution qui se déplace sur la carte. Les difficultés, il y en a plusieurs. La première, c'est l'apprentissage. On n'a pas le temps d'apprendre quand on est entrepreneur. Or, il faut qu'on se forme constamment parce qu'on a différentes casquettes. La première, ça a été peut-être la casquette commerciale pour avoir les premiers clients. Ensuite, il y a une casquette de management pour garder l'équipe et la motiver. Et donc, ce n'est pas évident d'apprendre rapidement. Parce que rapidement, entre 1 mois et 1 mois, il y a beaucoup de factures, donc il faut quand même prendre le temps d'apprendre. Les secondes difficultés, je dirais, c'est lié à mon activité. Donc moi, je suis dans la logistique. Et donc, dans la distribution, plus précisément, dans la distribution, on a la Poste, qui a quand même certains monopoles de distribution, qui fait qu'il y a certains marchés auxquels on ne peut pas accéder aujourd'hui. C'est dommage. Je trouve que ça aurait été bien qu'on puisse challenger la Poste et tous les acteurs publics de manière générale. Et la dernière, peut-être qu'elle est d'ordre financier. Mais en même temps, c'est celle qui peut être la plus simple à régler. Parce que finalement, ça se règle avec beaucoup de clients. Hein, donc voilà. Les projets qu'on a, c'est bon, principalement, déjà, on a fait un choix récemment, c'est de nous concentrer sur les commerçants, les e-commerçants, et également sur les entreprises. C'est de se spécialiser là-dessus, être vraiment l'expert là-dessus, et sur l'année à venir, d'avoir le plus grand réseau de distribution. Donc il y a des choses qu'on est en train de faire pour avoir un gros réseau d'agences dans le territoire national, sur les 14 régions. Donc c'est ça. Et puis à terme, bon, il y a d'autres projets, mais voilà, sur lesquels on réfléchit encore. Le Sénégal, après la Côte d'Ivoire, est le 2e pays en Afrique de l'Ouest à utiliser le mobile banking. Nous sommes partis dans les rues de Dakar à la découverte des commerçants et usagers, histoire de savoir quels sont les avantages et les inconvénients à utiliser tout ce qui est transfert d'argent. La banque mobile ou banque sans fil
correspond aux services financiers comme la consultation des soldes, le transfert des sommes ou le paiement de factures, accessible par un téléphone portable ou un autre appareil portable connecté à la toile. La complexité de ces services varie entre de simples textos jusqu'aux applications en ligne. Connaissez-vous le système mobile banking? Le système mobile banking, j'en connais. C'est un système de transfert d'argent, de dépôt. Nous sommes des opérateurs économiques, donc il faut que nous soyons au diapason de ce qui se passe sur le système économique de ce pays. C'est un système de transaction via mobile qui nous permet de faire des transactions efficaces et plus rapides aussi. Les banques mobiles sont utilisées dans de nombreuses régions démunies d'infrastructures, surtout les régions éloignées et rurales. Les banques mobiles ont connu un essor en Afrique où ils ont apporté un grand changement socio-économique à des millions de gens. Avez-vous l'habitude d'utiliser le système mobile banking pour vos transactions? Bon, oui, j'ai tendance d'utiliser quelques applications du système mobile banking. Le plus souvent parce qu'à la fac, on utilise ça pour recevoir nos bourses et aussi transférer de l'argent avec Orange Money et tout, acheter du crédit, c'est plus facile. Alors, souvent, on les utilise pour payer nos factures. Ensuite, il y a des clients aussi qui nous payent à travers ce système-là. Donc on est obligé de les utiliser. parce que c'est un système fiable, rapide et je peux payer mes factures, acheter du crédit sans problème, sans me déplacer aussi. Et pourquoi l'utilisez-vous? C'est une demande qui est là, qui existe. On ne peut pas faire le business maintenant sans pour autant utiliser ces moyens de transfert-là. C'est parce que je peux acheter du crédit sans me déplacer, même payer mes factures. Gagner du temps et aussi sécuriser l'argent que j'ai à travers mes comptes. On a l'opportunité de ne pas se déplacer, d'acheter du crédit et d'envoyer à nos proches. Parce que généralement, quand tu gardes beaucoup d'argent dans tes poches ou bien de mettre ça, ce n'est pas sûr dans le monde actuellement où nous sommes. Il y a un problème de sécurité maintenant pour circuler avec là. On peut être agressé, tout ce qu'on veut. Donc, il est plus facile de payer ou bien d'envoyer de l'argent avec ce système-là. Au lieu de se déplacer des kilomètres et des kilomètres, tu peux faire la transaction de manière, je peux dire même automatique. Est-il un système bien sécurisé? Plus ou moins, oui. C'est bien sécurisé. Parce que là, tu ne gardes pas ton argent dans ta chambre et voilà pour qu'on te le vole. C'est pas sûr à 100%. En fait, ça manque, la sécurisation manque. L'autre fois, j'ai envoyé à quelqu'un de l'argent, j'ai fait une erreur, mais je n'ai pas pu parvenir à récupérer mon argent. Pour ma part, on ne m'a jamais volé. J'ai mon code secret et tout, donc ça va quoi. Bien vrai qu'on a le code, mais on peut se tromper de numéro. Oui, il faut bien sécuriser le système pour que véritablement ces faussaires ne peuvent pas entrer dans le système pour escroquer les gens. L'essor de la banque mobile est freiné par la structure démographique et la population vieillissante. 65% de l'épargne est détenue par les plus de 60 ans, qui privilégient encore les services bancaires classiques, les services en ligne consultés à l'écran d'un micro-ordinateur. Par contre, les 25-50 ans peuvent être davantage intéressés par des services de banque mobile. Tout de suite, nous vous laissons avec la Minute d'Orange. Ce 11 août 2018 s'est tenu au Smart Star de Cherante Job le tournoi e-sport Petit Camp. 128 gamers ont compétit sur les deux jeux PS 2018 et FIFA 2018. Orange, souhaitant faire vivre à ses clients une belle expérience, a offert pour cette journée 1 million de francs CFA au vainqueur de chaque tournoi et 500 000 francs au second de chaque tournoi, soit 3 millions de francs CFA offerts aux abonnés du Jazz 111 Jazz, 227 Jazz. Ceci en partageant leur passion du jeu électronique. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous e-sport. Dans le Tech Guest de cette semaine, Basile va s'entretenir avec Madame Hardiata Seck Dia qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Hardiata Seck Dia, bonjour. Vous êtes ingénieur en innovation et transformation digitale. Nous allons aborder un sujet quand même qui est d'actualité. On parle souvent d'intelligence artificielle. Vous, en tant qu'ingénieur et en innovation et transformation digitale, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de l'intelligence artificielle? En effet, Basile, l'intelligence artificielle est une science qui repose sur les mathématiques. Elle repose principalement sur la connaissance, le raisonnement et la compréhension du langage naturel. L'intelligence artificielle nous permet de développer des machines qui sont capables de comprendre le langage naturel, des machines qui sont capables de simuler le fonctionnement du cerveau et donc qui peuvent nous aider, par exemple, à prendre des décisions, à prédire des événements,
à prédire des fonctionnements, des modes de fonctionnement. Donc, basiquement, c'est cela l'intelligence artificielle. Il y a deux grands domaines pratiques au sein de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou statistique. En anglais, c'est le machine learning. Le machine learning, c'est la capacité de créer des modèles prédictifs, c'est-à-dire la capacité de faire des prévisions à partir d'une masse de données. Et pour cela, l'intelligence artificielle utilise ce qu'on appelle le big data. Le second domaine dans lequel intervient l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le natural language processing, ou la compréhension du langage naturel. Avec cela, on est capable de concevoir des machines qui peuvent dialoguer avec toi et moi en langage naturel, c'est-à-dire bonjour, ça va, comment vas-tu, et donner des ordres à une machine. Ça peut être utilisé par un chirurgien, ça peut être utilisé par un ouvrier spécialisé dans une usine. Donc, on voit assez rapidement quels peuvent être les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Alors, mais quand on entend l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes, bon, c'est un concept qui est très développé en Chine, aux États-Unis, mais qui est en cours en Europe, en Afrique. Peut-être nous, on est en train de s'essayer un peu, de s'y mettre un peu. Google a ouvert un laboratoire au Ghana et qui a donné ça peut-être, qui a donné à un Sénégalais d'ailleurs. Tout à fait, Moustapha. Donc ça prouve déjà que le Sénégal, l'Afrique est en train d'émerger dans ce domaine. L'Afrique est un terrain de jeu formidable en termes d'application pour l'intelligence artificielle. D'accord. Mais l'intelligence artificielle, souvent on a des préjugés de l'intelligence artificielle. Perte de travail, la fin du travail, mais surtout ce qu'on appelle en quelque sorte, ça devient dangereuse, l'intelligence artificielle, dans la tête de pas mal de personnes qui sont. Mais selon vous, est-ce que c'est le cas? Avec les premières applications qu'on voit concrètement, effectivement, il va y avoir un changement dans le monde du travail, dans les métiers, mais c'est plutôt une transformation. On dit que 30% des métiers qui existent aujourd'hui auront disparu dans 30 ans. Ils auront disparu, mais remplacés par d'autres métiers. Typiquement, je parlais de machine learning, apprentissage statistique ou automatique. Mais une machine reste une machine. C'est-à-dire que derrière, on aura besoin de gens avec des compétences scientifiques, par exemple des data science. La data science est un nouveau métier qui est apparu il y a quelques années. Et comment? Parce qu'on a besoin de scientifiques qui interprètent les données. Donc je ne vous coupe pas, si vous parlez des scientifiques, ça veut dire qu'il y a une formation. Il faut miser sur la formation, surtout des jeunes, parce qu'on est d'ici 30 ans, ce sont des jeunes. Moi je pense que notre force, et je l'ai remarqué dans le monde professionnel, c'est que surtout en Afrique et au Sénégal, on a une formidable ressource humaine et on doit miser sur la formation, l'éducation universitaire. Parce que la base de l'intelligence artificielle, ce sont les mathématiques. Et avec une bonne formation, et Moustapha Cissé, qui est aujourd'hui responsable du laboratoire et qui vient de l'université de Saint-Louis, en est un parfait exemple. Exactement. On doit miser sur la formation. Les gens ont peur parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine les films, l'automatisation. Mais encore une fois, c'est une transformation des métiers. Et pour prendre le train, il faut que nous formions, que nous formions des jeunes pour pouvoir accompagner cette transformation. Parce que les domaines d'application de l'intelligence artificielle sont très vastes. On peut mettre en place des systèmes d'alerte sur la famine, par exemple, collecter des données. On peut améliorer la productivité de nos productions agricoles, combiner avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, avoir des capteurs, utiliser les données météorologiques, les données de sol et vraiment améliorer la productivité agricole. Et ce ne sont que des applications. Par exemple, au Ghana, il y a un projet pilote pour sécuriser le foncier. C'est quoi? L'idée, c'est de collecter les données et d'aider les propriétaires à déclarer leurs actes fonciers. Comme ça, tout le monde connaît quel terrain appartient à qui. Et ça permet d'éviter la fraude. Mais est-ce que l'Afrique n'est pas trop en retard vu quand vous parlez de collecte de données, déjà on a peur parce que pour avoir les données en Afrique, c'est tout à fait compliqué. Tout à fait. Comment on peut faire maintenant pour espérer C'est le défi et nous ne sommes pas en retard. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'est jamais en retard pour prendre le train en marche. D'accord. Comme vous le disiez tout à l'heure, la Chine est très en avance, les États-Unis aussi. L'Europe est partie après. Partie après, oui. Nous aussi, on peut... Nous, on s'y met. L'Afrique s'y met. Le défi des données, c'est un défi que même dans les pays occidentaux, on rencontre. Ça pose problème. Il faut être capable de collecter les données, de les conserver, de les sécuriser. Et donc, là où nos gouvernants ici peuvent travailler, c'est de mettre en place un cadre législatif et d'aider les entreprises à pouvoir collecter les données et à les sécuriser pour une utilisation, je dirais,
réglementé. Réglementé. Parce que c'est la base. Une fois qu'on aura des données fiables, et il faut les collecter. Et ça aussi, ce sont des nouveaux métiers. Hein. Exactement. Ce sont des nouveaux métiers. Voilà, on formera les gens pour qu'ils soient capables de collecter les données, de les nettoyer, comme on dit, entre guillemets, pour avoir des données fiables. Et puis après, utiliser l'intelligence artificielle pour le bénéfice de la communauté. Alors, quelle sera la place de nous, Africains, dans le développement de cette intelligence artificielle-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils pour que les États, par exemple, puissent en bénéficier, etc. Moi, je pense que, comme je le disais, les GAFA ont très bien compris l'enjeu qu'il y a en Afrique. Ils ont déjà commencé. Voilà. Les domaines d'application sont immenses. L'industrie pharmaceutique, l'agriculture, le foncier, les finances. On n'a pas parlé de finances du tout, mais c'est la première application. On peut développer énormément de services et développer l'inclusion financière grâce à l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, le défi, c'est d'abord la formation. D'accord. Avec des têtes bien faites, on peut tout faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui pensent que le mot intelligence artificielle est utilisé comme ça. Mais moi, je suis convaincue que le cerveau humain est tellement complexe qu'on ne remplacera pas les hommes. On aura toujours besoin des hommes pour accompagner, former. Donc la base, c'est la formation. Il faut miser, développer nos universités. On a une formation académique de base très riche, vraiment très appréciée sur le plan international. Donc il faut miser dessus et que le gouvernement travaille sur un cadre législatif. Il y a la formation, il y a le cadre législatif pour accompagner le développement de ces nouvelles technologies. En tout cas, merci Khadija Sekdja. On n'a pas eu le temps de tout développer parce que nous avons que 5-6 minutes de temps pour notre rubrique. Je rappelle que vous êtes ingénieur en innovation et transformation digitale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Basile. Nous retrouvons Samaké dans un nouveau Tech Tips. Bonsoir tout le monde. S'il existe un point faible sur les clés USB, c'est le manque de sécurité. En effet, l'une des conséquences de leur portabilité est qu'ils prennent et propagent facilement des virus. Voilà la raison pour laquelle beaucoup n'aiment pas partager leurs clés USB ou prendre des clés USB. Grâce à notre tips d'aujourd'hui, fini ce genre de cauchemar. Nous allons parler de comment vacciner vos clés USB. Oui, je parle bien de la vaccination de vos clés USB. Il existe des outils disponibles sur le web, dont le Bitdefender Humanizer et le USB Fix, qui permettent de vacciner votre clé USB. Ces outils installent ce qu'on appelle un autorun sain qui empêche l'exécution automatique de certains programmes. Ceci après avoir éliminé toute trace de virus présent dans votre lecteur. Ils permettent en même temps de protéger votre ordinateur contre tout lecteur nuisible branché sur votre machine. Le USB Fix et le Bitdefender Humanizer USB sont disponibles gratuitement sur le net. Les fonctionnalités basiques permettent de protéger largement votre PC et votre clé USB. Voici donc comment vacciner votre clé USB et votre PC. J'espère que ce tips vous a plu. Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine. Du tout nouveau pour mes amis les ménagères, je vous apporte le tout nouveau lave-linge intelligent qui est connecté avec le Wi-Fi et bien sûr le Bluetooth. Le tout nouveau lave-linge connecté de Candy avec Wi-Fi et Bluetooth intégré est équipé de l'application Simplify. Ce système de connectivité exclusive qui améliore l'utilisation de votre lave-linge en passant par votre smartphone ou tablette est doté d'un algorithme spécial qui permet de dialoguer directement avec votre lave-linge. Ce dernier comprend les besoins des utilisateurs, les corrige en cas d'erreur et enregistre leurs habitudes jour après jour. De plus, avec Talking Bianca, il est possible de contrôler Bianca sans la toucher. Il suffit désormais de parler au lave-linge pour qu'il réponde à la demande. Lancer un programme, demander un conseil pour le lavage d'un textile fragile ou encore obtenir des explications sur la façon d'enlever une tache. En demandant à Bianca de démarrer un programme, elle se mettra en route et préviendra l'utilisateur lorsque le cycle sera terminé. À Hightech, nous vous garantissons toujours des innovations technologiques inimaginables. Aujourd'hui, toujours dans Tech World, ce que je vous apporte, ce sont des dalles qui vont révolutionner l'électricité grâce à vos pas.
Faites de caoutchouc, les dalles sont fabriquées à partir de pneus de camions recyclés et se basent sur le caractère piézoélectrique de certains matériaux pour produire de l'électricité. Un matériau piézoélectrique se polarise lorsqu'il subit une contrainte mécanique, c'est-à-dire que des charges positives et négatives apparaissent au bord du matériau, ce qui peut créer un courant lorsqu'il est par exemple écrasé. Chaque pas réalisé sur les dalles provoque une déformation de quelques millimètres et déclenche cet effet, ce qui permet de créer une véritable énergie renouvelable. Une fois produite, l'électricité peut être utilisée directement sur place ou alors stockée dans des batteries pour être employée ultérieurement. Entre 5 et 15 dalles seraient ainsi suffisantes pour alimenter un lampadaire toute la nuit en fonction du type d'éclairage et de la fréquentation de la zone en question. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous avez aimé la présentation ainsi que les sujets et éléments présentés. Nous nous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. En attendant, messieurs, dames, ne restez pas sous le soleil, ne faites pas comme moi et surtout, protégez vos yeux.